Bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19h pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le sommet des acteurs non étatiques sur le climat s'est ouvert ce lundi à Agadir, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Une place particulière sera donnée aux attentes et aux contraintes spécifiques à l'Afrique. Le ministre cap-verdien des Affaires étrangères est au Maroc. Les entretiens avec la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs secteurs. Et puis, page médicale, soins palliatifs et douleurs en pédiatrie, c'est au programme des workshops initiés par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique en partenariat avec la fondation Lalla Selma, prévention et traitement des cancers. Bilan d'étape du gouvernement décliné par le chef du gouvernement Saad Eddine El-Othmani cet après-midi. Un bilan d'étape qui a porté notamment sur les réalisations ces 4 derniers mois au plan politique, de gestion économique et sociale. Abdelhadi Jahfi, Mohamed Aïtlachkar. Premier axe du bilan d'étape du gouvernement. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Autre grand acquis, le renforcement de la protection sociale et de la couverture médicale dans la perspective de leur généralisation. Des acquis qui englobent également la généralisation progressive de la bourse à quelques 80 000 stagiaires bacheliers de la formation professionnelle ou encore la baisse des prix de 135 médicaments et l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers. Le chef du gouvernement a chiffré le nombre des actions menées par le gouvernement à 120 actions durant les 120 derniers jours. Parmi ces actions au plan social, le lancement du programme de réhabilitation de 41 établissements de protection sociale pour les enfants en situation difficile, l'ouverture de 7 unités de protection de l'enfance et de 5 centres d'orientation et d'aide aux personnes en situation de handicap, en plus de l'adoption du plan gouvernemental ICRAM 2 pour l'égalité entre les genres. Concernant le développement rural, le chef du gouvernement a cité notamment l'adoption des programmes d'action visant le renforcement des infrastructures dans les secteurs de l'enseignement, de la santé, des routes, du désenclavement, de l'eau potable, de l'électricité, le tout pour une enveloppe globale de 8 milliards 330 millions de dirhams. Le Maroc veille à faire de l'éducation et la technologie 2 leviers essentiels pour l'édification d'une société et d'une économie du savoir. C'est ce qu'a souligné Astana, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le Maroc a pris plusieurs mesures nécessaires, notamment l'augmentation du budget alloué à la recherche scientifique qui a doublé pour atteindre 0,8% du PIB, avec l'ambition de le porter à 1,5 et de diversifier ses ressources. M. Bourita a représenté, rappelons-le, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce premier sommet islamique des sciences et de la technologie qui s'est tenu hier et aujourd'hui dans la capitale kazakh avec la participation de quelques 57 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OCI. Le sommet des acteurs non étatiques sur le climat s'est ouvert ce lundi à Agadir. Trait d'union entre la COP22 de Marrakech et la COP23 organisée par Fidji et qui aura lieu en Allemagne. C'est l'occasion de faire le point sur le progrès de l'action des acteurs climatiques placés sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une place particulière sera donnée aux attentes et aux contraintes spécifiques à l'Afrique. Abdelmjid El-Hallaoui, Nissel El-Hamdaoui. À 2 mois de la COP23 et au moment où plusieurs zones dans le monde subissent les affres du dérèglement climatique, la mobilisation des acteurs non étatiques est plus que jamais vitale. Au sommet Climate Change, des personnalités climatiques internationales se réunissent pour dresser un état des lieux de cette mobilisation et plancher sur des solutions durables et praticables sur le terrain afin de relever les défis du réchauffement planétaire.
Ce sommet est très important car il mobilisera beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le terrain et enclenchent le changement. Je parle ici de businessmen, d'acteurs de la société civile et de citoyens qui encadrent des groupes de personnes pour la protection de l'environnement. Ce sont eux les vrais acteurs du changement. Nous sommes ici pour renforcer l'action des acteurs non étatiques, pour mettre les acteurs non étatiques africains au cœur aussi du sujet. Je crois que la très forte affluence, la présence de personnalités de haut niveau montre aujourd'hui que ce message est déjà entendu, compris. Et l'important maintenant, c'est les 3 jours de travail, la qualité des propositions qui vont être faites. Le Maroc, qui a pris à bras-le-corps la problématique des changements climatiques, a fait le choix de placer ses acteurs non étatiques au cœur des actions d'adaptation et de résilience. Les initiatives qui ont été prises au cours et après la COP22 et que nous avons accompagnées montrent que le rôle des acteurs non étatiques va permettre de relever la cadence des initiatives liées à la lutte contre le changement climatique. Nous sommes aujourd'hui fiers du rôle de nos acteurs non étatiques et de la société civile de notre pays, car ils ont fait montre de leur forte implication et de leur capacité d'adhésion au réseau mondial lié aux acteurs non étatiques. 5 séances plénières et plusieurs événements parallèles rythmeront les 3 jours de ce sommet. Un rendez-vous qui accorde une attention toute particulière aux attentes et aux contraintes propres à l'Afrique. Alors avec nous depuis Agadir, M. Bernard Soulage, secrétaire général de l'association Climate Chance. M. Soulage, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Soulage, la COP23, c'est dans quelques semaines. L'année dernière, la COP22 avait été celle de l'action. Le conclave d'Agadir se positionne comme un point de relance ou de bilan d'étape? Je dirais un peu les deux. Bilan, parce que nous avons besoin de prouver que l'action des acteurs non étatiques est efficace, qu'elle permet de faire aussi bien et voire mieux que ce que nous avions prévu de faire à Paris. Et puis en même temps, évidemment, un chemin vers la COP23 qui aura lieu en Allemagne, mais qui est porté par les îles Fidji. C'est très important parce que c'est une île. Et nous voulons faire des propositions avec, ça a été dit tout à l'heure dans le reportage, 80 ateliers, 3000 participants venus de 80 pays. Je crois que le Maroc, là, nous donne une occasion formidable de porter la parole de toutes les composantes de ce qu'on appelle la société civile. Donc c'est à la fois un bilan plutôt positif, mais il y a du progrès à faire, et une marche en avant qui est indispensable. Alors, le Maroc assure la présidence de la COP22. Il donne l'exemple en termes d'action. Alors, sur le continent africain, vous attendez-vous à un effet d'entraînement? Écoutez, j'ai été beaucoup présent dans toute la préparation de la COP de Paris, puis de la COP de Marrakech, puis de la présidence marocaine avec mes amis, le président Mezouar et la championne Hakima El Haïté. Et à chaque fois, j'ai pu constater à quel point le Maroc était un point de référence dans l'Afrique. Et puis l'entrée du Maroc à l'Union africaine est arrivée au milieu, donc ça porte vraiment un effet d'entraînement. Et je suis très frappé, demain nous aurons une grande séance avec des élus africains venant de toutes les régions d'Afrique, francophones ou anglophones, qui va porter un appel spécifique des élus africains pour répondre d'une certaine façon à ce que font aussi les élus américains qui sont présents avec nous à Agadir pour montrer que l'Afrique, elle est en mouvement, et le Maroc évidemment et la présidence marocaine y a joué et y joue encore un rôle absolument déterminant. Alors Monsieur Bernard Soulage, vous restez avec nous. Là nous allons parler d'intempéries et vous devinez, nous allons parler du phénomène des ouragans, et là c'est Irma qui rétrograde au rang de tempête tropicale. L'œil de la tornade se trouvait à 170 km au nord de Tampa en Floride, avec des vents soufflant à 110 km/h. 3 personnes ont perdu la vie en Floride dans des accidents de la route. Une alerte aux inondations a été émise ce matin dans le centre de la ville de Jacksonville, du nord-est de la Floride. Irma devrait s'avancer dans le nord de la Floride et le sud de la Géorgie.
Alors, Monsieur Bernard Soulages, le conclave d'Agadir qui allie climat et chance se déroule au moment où des intempéries, vous l'avez vu, dévastent de nombreuses régions à travers le monde. Alors, votre réaction concernant cette multiplication de tornades et d'ouragans à travers le monde? Une première réaction. Avant de faire ce journal avec vous, j'étais avec des élus américains qui sont incroyablement étonnés, voire paniqués, de la réaction du président américain qui n'a pas accepté l'idée que tout cela était quand même lié au changement climatique. Et donc il faut que nous prenions conscience de tout cela. Deuxième réaction, ce sont toujours les plus en difficulté, les plus pauvres, les pays les moins développés qui vont être les victimes de cela. Et il y a un besoin de solidarité. Ce que nous voulons exprimer ici, et nous le redirons le 12 décembre à Paris auprès du président Macron, il faut que les efforts portent sur les pays les plus vulnérables à ces intempéries. Et l'Afrique est au premier rang, avec des populations qui sont submergées, on le voit tous les jours, ou qui au contraire n'ont plus d'eau. Parce que le changement climatique, ça n'est pas forcément plus d'eau, ça peut être des conséquences aussi sur la sécheresse. Donc c'est vraiment un enjeu absolument déterminant. Il faut que nous comprenions que nous avons aujourd'hui pas simplement un changement climatique comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, mais il durait 500 ans, 1000 ans. Là, c'est en quelques années que la situation a changé et c'est vraiment dramatique pour les populations. Alors, est-ce que la relation cause à effet est-elle bien établie avec ce qui s'est passé donc en Floride, et non pas en Floride, mais également à Cuba et ailleurs? Écoutez, vous le savez, nous le vivons au quotidien. Dans un pays comme la France, qui n'est pas soumis à cela, nous avons des canicules qui arrivent au mois de mai, qui arrivent au mois de septembre. Ça n'était jamais arrivé. Dans ma région, la région Rhône-Alpes, nous n'avons plus d'eau. Donc il y a des changements. Je crois qu'il faut absolument prendre conscience de cela. Ça n'est pas nouveau. Ça fait maintenant 10 à 15 ans que des gens le disent clairement. Le président d'honneur de notre association, Jean Jouzel, qui a été l'un des porteurs au niveau de l'alerte, nous dit mais nous sommes, nous les scientifiques, en dessous de ce que nous pensons vraiment. C'est-à-dire que nous minimisons aujourd'hui parce que nous ne voulons pas qu'on nous accuse d'être trop pessimistes, mais au fond de nous-mêmes, nous sommes convaincus que c'est presque pire que ce que l'on croit. Donc c'est pas simplement de l'alarme. Je suis grand-père comme beaucoup, je me dis quel monde nous allons laisser à nos petits-enfants. Et je les regarde en me disant est-ce que vraiment nous sommes dans nos réactions à la hauteur? Et quand je vois ce qui se passe en Afrique avec plus d'1 milliard de personnes qui vont être dans les villes africaines, je crois que nous avons un besoin de solidarité. Et c'est ce que nous faisons ici à Agadir en travaillant très concrètement sur le financement, sur l'adaptation, sur la mobilité. Monsieur Bernard Soulages, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association Climate Chance et vous participez au sommet des acteurs non étatiques sur le climat qui se déroule à Agadir. Direction l'Égypte à présent, 18 policiers égyptiens dont 2 officiers ont été tués ce lundi dans l'explosion d'une bombe près d'un convoi des forces de sécurité dans la péninsule du Sinaï. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué cette attaque dans un communiqué. Le cap des 300 000 musulmans rohingyas réfugiés depuis le 25 août au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie a été franchi. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui l'ONU, dénonçant un exemple classique de nettoyage ethnique. On estime à 313 000 le nombre de Rohingyas arrivés au Bangladesh depuis le 25 août. Le flux de Rohingyas fuyant à pied dans la boue et la pluie semble donc se ralentir ces derniers jours après un pic la semaine dernière. Mais le Bangladesh fait face à une crise humanitaire, les camps étant surpeuplés. Nous le disions en titre, le ministre capverdien des Affaires étrangères est au Maroc. Louis-Philippe Tavares a eu des entretiens avec la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, Mounia Boustia. Au menu des entretiens, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs secteurs. Houdam Sahel, Souad Anachet. Le Royaume du Maroc et le Cap-Vert déterminés à insuffler un nouvel élan à leurs relations bilatérales. La coopération entre les deux pays devrait s'élargir à de nouveaux domaines. Une volonté commune affichée lors de ces entretiens bilatéraux, au cours desquels le ministre capverdien des Affaires étrangères a annoncé le soutien de son pays à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO et à d'autres groupements régionaux
au regard du poids géostratégique dont jouit le Royaume. Le Cap-Vert va assumer l'année prochaine la présidence de la communauté des pays lusophones, CPLP. Il y a une candidature marocaine qui a été présentée dès 2010. On va travailler pour faire en sorte que le Maroc, soit membre associé de la CPLP. C'est un dossier important qui intéresse le Maroc et qui intéresse notre pays. Donc on va soutenir cette candidature, de même qu'on va soutenir la candidature du Maroc pour la CEDEAO. Nos échanges ont aussi porté sur comment renforcer la relation bilatérale et nous avons identifié plusieurs secteurs, notamment le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation, le sport, la coopération judiciaire et on s'est mis d'accord pour travailler ensemble afin qu'également ces secteurs touchent les domaines économiques. L'occasion pour la partie capverdienne de mettre en avant le rôle joué par le Maroc en Afrique à la faveur d'une diplomatie dynamique, active et solidaire portée par la vision royale en faveur de l'ancrage continental du Royaume. Page médicale à présent, soins palliatifs et douleurs en pédiatrie au programme du workshop initié par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique organisé à Rabat à l'hôpital Moulay Abdallah d'oncologie. Un programme de formation au profit de médecins et infirmiers de France, de Tunisie, du Maroc est organisé en partenariat avec la fondation Lella Selma, prévention et traitement des cancers. Saïd Rima, Mounia Marouche. Médecins, infirmiers, experts de différentes nationalités débattent et échangent leur expertise médicale dans le traitement et la prise en charge des enfants atteints du cancer. Je suis ici pour développer une formation en fait en soins palliatifs et en douleur destinée à des enfants, destinée à des soignants qui s'occupe d'enfants atteints de cancer. Nous sommes ici, moi ainsi que 2 infirmières de notre unité, pour représenter la Tunisie dans ce colloque international qui se consacre au traitement de la douleur et aux soins palliatifs de l'enfant qui est atteint de cancer. Les enfants atteints du cancer sont aujourd'hui capables de vivre avec leur maladie plus ou moins normalement, grâce aux traitements médicaux, une prise en charge psychologique et l'amélioration de leur mode de vie. On sait que le cancer de l'enfant est le plus souvent curable, mais il y a certaines formes très avancées pour lesquelles il faut améliorer la qualité de vie. Ce colloque international est organisé du 11 au 15 septembre de ce mois. Il vise à adopter des méthodes modernes très appropriées dans le traitement et la prise en charge des enfants atteints du cancer. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula est fixé à 21h. Une excellente soirée et à demain.